Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue dans l'émission Confidence pour Confidence. Si notre monde est conçu et réalisé par et pour les hommes, comment les femmes s'adaptent-elles à la réalité de notre société contemporaine? Quelles stratégies utilisent-elles? Et d'ailleurs, y parviennent-elles toujours? Jean-Noël Gomez, personnage principal du roman, est celui qui sait d'où il vient et qui rejette ce qu'il a construit. À travers un style vif, dynamique et très cinématographique, l'auteur Brigitte Comard nous livre Collapse, un roman à couper le souffle. Bonjour Brigitte. Bonjour Fabienne. Après votre roman Hydroponica, aujourd'hui vous venez avec Collapse, paru aux éditions Lire des Marges. Pourquoi ce titre? Parce que collapse, c'est l'effondrement. Le collapsus, c'est l'effondrement. Et on connaît très très bien ça en médecine. Et que ce roman, je le présupposais, puisque j'ai choisi le titre finalement assez tôt dans l'écriture. C'est vous qui l'avez choisi? Oui. Dit-elle d'un ton d'évidence. Qui donc pourrait bien choisir à ma place sur ce que j'écris? Si ce n'est vous, Brigitte. Voilà, donc oui, bien sûr, c'est moi qui l'ai choisi ce titre et je l'ai choisi parce que je présupposais et j'ai écrit autour de ça, mais c'est souvent tout de même quand même un thème récurrent de mes chantiers d'écriture. Je présupposais que ce roman allait tourner autour, oui, de la chute et de l'effondrement. Alors tout commence avec le personnage principal, donc Jean-Noël Gomez, enfant de peu, comme vous l'écrivez, qui entre comme directeur dans une entreprise de poulets et de plats cuisinés. Où vous avez été chercher cette idée, Brigitte? Eh bien, dans la vie, chère Fabienne, dans la vie, voilà, je cherche mes idées dans la vie. Donc, effectivement, j'ai eu de concrets, comment dirais-je, tableaux d'inspiration de cette... mais la réalité industrielle me fascine autant que la réalité intime, voilà. Oui, là, on est dans l'agroalimentaire. Hein, complètement, voilà. Complètement. Alors, il va très vite avoir affaire à une figure féminine imposante, l'impératrice Marie-Louise d'Artigan, qui règne sur cet empire du poulet. Oui, absolument. J'avais envie de faire une peinture du monde de l'entreprise, du monde de l'industrie, du monde de l'argent. À dire vrai, au départ, j'avais caressé le projet de faire un livre sur les riches. Et puis, je me suis aperçue que ça ne m'intéressait pas. Ça a été même un moment assez pénible de l'écriture parce que j'ai eu le sentiment d'être en train de commencer de faire fausse route. Parce que véritablement, le premier roman, Hydroponica, traitait beaucoup de la pauvreté. Et j'avais envie de faire une espèce de pendant. Parce que là, on a quelqu'un qui est entre les deux, qui vient d'un milieu modeste. Oui, c'est ça. C'est ça. Et qui s'élève dans la... Et qui s'est élevé, oui. Dans la hiérarchie sociale. Oui, de façon brillante et presque fulgurante, quoi. Compte tenu de la... d'où il arrive, quoi. Et j'ai eu envie de faire au départ un livre sur les riches. Ça ne m'a pas intéressée. Vraiment, ce sujet, les riches ne m'ont pas intéressée du tout. Mais en revanche, cette tension sur la question de l'argent, je la trouvais vraiment passionnante. De l'ascension sociale. Oui, de l'ascension sociale, du reniement ou pas, de ce que l'on est obligé d'abdiquer pour se maintenir dans une condition qui n'est pas celle de son origine. Voilà. Faire partie d'un milieu, il faut en accepter les conditions, les règles. Oui, c'est ça. Je crois qu'il faut plus qu'en accepter les conditions et les règles. Il faut vraiment se dépouiller de son histoire. Se défaire presque. Oui. Lorsque Jean-Noël Gomez raconte sa rencontre avec l'impératrice, il dit « Aie confiance, me disait la voix lisse de l'impératrice, je pourvoirai. J'ai fini par avoir confiance, la conscience anesthésiée. Elle a eu ce pouvoir. » Est-ce que ce terme de pouvoir là qui est attribué à une femme n'est-il pas généralement réservé aux hommes? Alors je crois qu'il y a deux choses. Je crois qu'il y a deux acceptions de la question de pouvoir, enfin de la notion de pouvoir. Il y a le pouvoir en effet de domination,
qui est celui qu'incarne l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme que je pourrais qualifier de masculiniste, finalement, puisqu'elle elle a incorporé tous les codes patriarcaux de domination. Il y a beaucoup de femmes patriarcales et masculinistes. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est féministe. Oui, c'est ce que je veux dire. Masculinise, on en reparlera un petit peu plus tard. Oui, voilà. Pour... Et donc il y a cette première acception du concept de pouvoir, et il y a une autre acception qui est la question de pouvoir faire, de pouvoir prendre sur sa propre vie, de capacité, se mettre en capacité. Voilà. Là, clairement, chez l'impératrice, on est sur une forme de pouvoir très violent, très brutal. Manipulation, parce qu'il parle d'anesthésie. Oui, bien sûr. Mais souvent, le monde de l'entreprise, c'est comment dirais-je, c'est approprié, c'est emparé des techniques de manipulation pour régner. On le sait tous, enfin, je dirais. Vous rajoutez d'ailleurs un petit peu plus loin, l'impératrice savait précisément où poser ses pions, chaque pièce à sa place, un jeu parfait. Hein. C'est un jeu d'échecs, le monde de l'entreprise. Alors, je vais vous dire, je n'ai absolument aucune idée, je ne sais pas jouer aux échecs. Donc ça, déjà, on est cuit, vous voyez. Non, mais en effet, je crois qu'il y a Puis le terme impératrice, voilà, la reine sur son empire. Hein. Voilà, c'est ça. Mais il y a cette notion de pouvoir absolu, oui, de pouvoir absolu sur les êtres, oui. Ce que je pense que la grosse entreprise, en tout cas, est aujourd'hui, bien sûr. Si tant est d'ailleurs qu'elle n'ait jamais été autre chose. D'ailleurs, vous écrivez, alors je lis page 35, hein, quelque chose d'intéressant sur les femmes et leur rôle dans l'entreprise. Vous dites, elles sont déjà là à leur poste de travail le lundi matin. Les femmes, même, elles peuplent ces bureaux de leur imposante présence subalterne, toutes subalternes, et leur chef des hommes. Elles ont ce territoire comme une réserve et elles y règnent. Dans leur servitude, elles y règnent. C'est la servitude, c'est le territoire des femmes en entreprise. Est-ce que la servitude est le territoire des femmes n'importe où? Je ne sais pas. Je crois que la servitude, c'est en effet la réserve sociale accordée aux femmes, et elles règnent là où elles peuvent. C'est-à-dire, je crois qu'il faut... cette image de la servitude ou régner, il ne faut pas l'entendre à l'envers. Elles règnent où elles peuvent. Elles règnent dans ce qui leur reste. Voilà. Je crois une sorte de réserve, parce que moi, c'est le mot réserve qui m'a... Comme les Indiens, quoi. Voilà, c'est ça. On les parquerait, donc... Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, je veux dire, là, alors là, enfin, bon, en plus, en ce moment, avec ce que moi je qualifie de révolution d'octobre, ce qui vient de se passer, là, en octobre 2017, dans le monde entier, de la libération absolument massive de la parole des femmes, mais nous le savons depuis des décennies, depuis que les études de genre ont commencé, et grâce au ciel, enfin grâce à quel ciel d'ailleurs, enfin grâce, en tout cas, nous le savons que dans l'entreprise, les femmes ont des tâches subalternes, oui, enfin les chiffres nous le disent, enfin je veux dire, voilà, on sait que les femmes sont réduites à l'arrière-plan. Alors, vous avez choisi une chanson, Bébé éléphant de Dick Hannigan, que nous allons écouter. Radio CHU, c'est ta radio. Vous êtes toujours dans l'émission Confidence pour Confidence, en compagnie de Brigitte Comard pour son roman Collapse. Si vous aimez, cliquez sur le petit pouce bleu et partagez. Alors, Brigitte Comard, vous avez choisi Bébé éléphant de Dick Hannigan. Pourquoi cette chanson? Parce que c'est une chanson qui m'a... Elle a été écrite dans les années 70, cette chanson, entre les années 70 et les années 80, donc c'est une vieille chanson. Et je trouve que c'est une chanson extrêmement contemporaine. C'est une chanson de fragilité. On était sur le thème de
de la place des femmes. Et je trouve que Dick Annegarn, qui a été un artiste important de la chanson francophone, était un anti-héros de la chanson francophone. Et c'était un homme, alors il est toujours vivant, mais bon, et il chante encore un peu, mais bon, avec tout ce que ça suppose de difficultés pour les chanteurs français, enfin francophones aujourd'hui, quoi. Mais je trouve qu'il incarne tout ce que j'aime dans la fragilité humaine et masculine, voilà. Et quand il dit « je suis un bébé éléphant », moi je me sens ce bébé éléphant, voilà. Je pense... J'ai l'impression qu'on est dans un monde où on pourrait tous être ce bébé éléphant, qui voudrait terriblement qu'on l'accepte, qui voudrait terriblement trouver sa place quelque part, quoi. Quand vous m'avez demandé, Fabienne, de trouver une chanson, bon, dans mon stock culturel de chansons, il y en a quand même un sacré paquet, et c'est celle qui est venue tout de suite, parce que je trouve qu'elle correspond le mieux à l'époque, pour moi, voilà. Je suis un bébé éléphant égaré, oui, c'est ça. Je crois qu'on est tous un peu des bébés éléphants égarés, en voie d'extinction. À la fois la force et la fragilité. Ouais. Et puisque vous abordez le thème justement de votre culture musicale, vous avez commencé par une carrière de chanteuse pop-rock. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui. Je ne sais pas ce qu'il y a à dire de ça, si ce n'est effectivement que oui, ça a été 25 ans au moins de ma vie. Et donc voilà, j'ai passé 25 ans de ma vie sur scène à chanter des chansons. J'ai envie de dire comme j'écris des livres aujourd'hui. Voilà, comme j'écris des livres aujourd'hui. Et c'est à l'arrivée de votre premier enfant que vous réalisez, et vous dites, ce que vous m'avez dit lors de l'entretien, je ne suis qu'une femme. Non, je ne vous contredis pas, Fabienne. Je l'ai dit. C'est pas ça, mais je ne l'ai pas dit complètement comme ça. Je le formule de cette façon. Jusqu'à l'arrivée de mon premier enfant, je pensais sincèrement que j'étais un être humain. À l'arrivée du premier enfant, j'ai compris que je n'étais qu'une femme. Voilà. Je crois que c'est le ressenti de beaucoup de femmes, finalement. C'est-à-dire que on a comment dirais-je, on a subi hier le décès de Françoise Héritier, qui est pour moi un phare vraiment gigantesque, monumental de ma propre pensée, de l'accession à une conscience par ce concept absolument incroyable et lumineux de valence différentielle des sexes. Voilà. Nous ne valons pas pareil, universellement. Et voilà, c'est oui, à l'arrivée du premier enfant, c'est que c'est net. Et violent, forcément. Vous êtes une femme révoltée ? Révoltée, je crois pas. Non, je suis une femme... je suis un peu une femme de combat, oui. Révoltée, je crois pas. Non, je suis une femme libre. Oui, libre. Et pour en revenir à votre roman Collapse, on a un autre personnage féminin à l'opposé donc de l'impératrice, Hélène, personnage sensible, compagne de Jean Nouvel, qui lit à un moment donné dans la presse l'impact de la spéculation sur les pays pauvres. Et la spéculation des denrées alimentaires. Voilà, c'est ça. Voilà. Et page 103, Jean Nouvel parle d'elle, il dit « En réalité, je crois qu'elle ne fait rien, elle attend, elle n'a jamais réellement fait quelque chose, elle flotte dans sa vie. » C'est un personnage absent du monde et de la réalité, Hélène. C'est un personnage qui se protège. Je la décris comme une enfant mal aimée, comme une enfant de l'argent, puisqu'elle avait toujours vécu dans énormément d'argent, avec des parents qui ne pensaient qu'à ça et qui ne l'ont pas aimée. Mais finalement, j'invente rien. Lorsque je dis que dans un moment où je parle d'Hélène,
Je dis qu'un jour, enfant, elle a voulu se précipiter vers sa mère pour lui donner un baiser, et sa mère l'a repoussée en lui disant qu'elle sentait mauvais et demandait à la bonne d'aller la laver. J'ai pas inventé ça. J'ai pas inventé. En fait, j'invente pas grand-chose dans mes romans. Puiser dans la réalité. Oui. Ça, c'est effectivement une anecdote que m'a racontée quelqu'un que je connaissais, une femme qui était issue d'une famille de très très grande bourgeoisie. Et sa mère lui avait fait ça. Voilà. C'est en quelque sorte un réel imaginé. Oui, un réel imaginé. Je me qualifie comme une usine de retraitement du réel. Voilà. J'aime bien le terme. Et quand même, pour finir sur le personnage d'Hélène, est-ce qu'on le voit là à travers ce passage où elle est indignée, elle manifeste son indignation. Oui. Est-ce que pour elle, c'est compliqué la violence de ce monde? Est-ce qu'elle a du mal à s'inscrire dans notre monde? Elle n'y arrive carrément pas. Elle n'y arrive carrément pas, elle s'est protégée complètement, elle a énormément d'argent. Sa révolte, je la décris en 2 mots, elle lit un article, une interview de Jean Ziegler qui existe, puisque c'est la seule note de bas de page que j'ai mise dans ce roman. Cette interview de Jean Ziegler existe, et où il dit un jour, sur la spéculation en bourse des produits alimentaires de première nécessité, le riz, le sucre, etc., dont nous savons que ce sont des spéculations au sang. Et il dit, un jour, les spéculateurs seront traduits au tribunal international pénal et ils seront condamnés. Et Hélène, elle est prise dans ce soulèvement émotionnel. Voilà, ça la soulève émotionnellement, puisqu'elle n'a pas de conscience politique, elle réalise. C'est une pauvre petite fille de riche, voilà. Et elle réalise, et effectivement, elle appelle sa banquière pour lui dire qu'elle ne veut plus une seule trace de spéculation. Et là, sa banquière lui explique que c'est juste pas possible, parce qu'il y en a partout, dans tous les fonds de placement, il y en a un peu. Voilà. Donc elle ne pourra pas, Hélène, se dire qu'elle aura toujours un peu de sang sur les mains. Oui. Si elle veut continuer à avoir la vie qu'elle mène, elle est obligée d'avoir un petit peu de sang sur les mains. Voilà, et comme ça n'est pas une femme de combat, elle continue d'avoir un peu de sang sur les mains. Et c'est à l'auteur, et en particulier à la femme que je m'adresse. Les femmes doivent-elles nécessairement, par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à l'impératrice, se masculiniser pour s'adapter à notre société d'aujourd'hui? J'espère bien que non. J'espère bien que non. Non, c'est non. Non, ça vraiment, c'est pas le sujet. Non, vraiment, ça, c'est pas le sujet, que les femmes se masculinisent. Non, je crois qu'au contraire, il faudrait que la société s'adoucisse. Je pense souvent à une phrase une formule de Philippe Corcuff, qui est un sociologue, philosophe, politologue, et qui parle d'une politique de la caresse, qui souhaiterait une politique de la caresse. Je crois que ce serait ça, un monde féministe. Ce serait un monde où la caresse ferait partie de la politique. Les femmes apporteraient un petit peu plus de douceur dans l'entreprise. Alors, je ne sais pas si les femmes apporteraient, mais je crois qu'il faudrait que nous tendions, que nous poussions pour que ça dans quoi les femmes sont assignées, soit étendu à l'ensemble de l'humanité. Les femmes sont assignées à la douceur. En sortant de notre réserve? En sortant de notre réserve, en y accueillant à bras ouverts les hommes que nous adorons, et qu'ils soient heureux d'y être. Et que du coup, ce ne soit plus une réserve, mais bon, un champ d'exploration et d'expérimentation. Je crois que je crois qu'il ne faut pas se tromper. La douceur n'est pas féminine. Les femmes sont assignées à la douceur. Et les hommes en sont exclus. Dans le monde patriarcal dans lequel nous vivons, les femmes n'incarnent pas la douceur, elles y sont assignées. Et les hommes en sont expulsés. Ce seraient les rôles qu'on nous aurait distribués. Oui, bien sûr, évidemment. Et je crois que c'est ça qu'il faut mettre en question, c'est ça qu'il faut déconstruire. Alors, l'émission arrive presque à sa fin. Quels sont vos projets?
Alors là, je suis en train de terminer un travail d'écriture, un chantier d'écriture pour Le Bruit du Frigo, qui est donc une association installée sur Bordeaux et qui travaille sur le champ de l'urbanisme, de la socialité et de la culture. Donc là, je termine ce travail d'écriture. Là, en ce moment, c'est fini. On peut considérer que c'est fini. Et puis, je commence le prochain roman. Qu'on attend avec impatience. Je vous en remercie. Et c'est important pour moi parce qu'il faut être un petit peu attendu, parce que c'est quand même une grosse énergie. Donc, voilà. Être attendu est une nourriture pour moi. En tout cas, voilà. En tout cas, je dis à nos auditeurs que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour Collapse. Merci. Et merci beaucoup. je leur conseille vivement de le lire. C'est très, comme je disais au départ, très dynamique, très rythmé. Il y a une intrigue très ficelée. Je pense que ça va beaucoup plaire. Merci. Donc, notre émission Confidence pour Confidence est terminée. Merci à tous nos auditeurs. Je remercie également Brigitte Comard d'avoir accepté de nous parler de son roman Collapse, je rappelle, paru aux éditions Lire des Marges. Et vous retrouverez l'émission sur Facebook. Si vous avez aimé, commentez, partagez et abonnez-vous à Radio CHU.